la théorie spirituelle de René Girard. Donc on renvoyait à qu'est-ce que la spiritualité aujourd'hui, donc avec les différents thèmes, ce qui relève de l'âme, ce qui concerne la vie, ses manifestations, etc. Je repasse rapidement les transparents. Donc survol historique, c'est une autre émission du CDRS, donc qui donne déjà du contexte. Hominisation et sacrifice selon René Girard, une présentation de Eberhardt. Et puis voilà, donc l'exposé qui était donc la première partie qui a été faite la fois précédente. Et donc voilà, donc avec à la base la compétition pour l'appropriation, hein, et donc un mimétisme entre les hommes qui les pousse à convoiter la même chose au même moment. Et donc du coup, la spiritualité est là pour éviter ces violences qui pourraient naître de cette compétition pour s'approprier les mêmes ressources, on va dire, hein, pour être très large. Donc c'est tout à fait important pour éviter les crises sociales et pour résoudre les crises sociales de répartition notamment des ressources. Je vais très rapidement, je ne vais pas refaire toute la présentation de la dernière fois, hein. Donc c'est ce qui explique ce containment, pour prendre un anglicisme de la violence, explique toutes les spiritualités selon René Girard. Donc aujourd'hui, analyse critique de ce modèle, donc avec une partie donc là beaucoup plus personnelle, je dirais, de cette théorie. Oui. Alors tout de suite quelques prolongements par rapport à ce que vient de dire Didier. Bon, c'est très intéressant de dire je fais le candide. J'ai pas lu les livres de Girard, mais justement, je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui les ait pas lus, qui a au moins l'honnêteté de dire qu'il les a pas lus, et que les présentations d'aujourd'hui et aussi de la dernière fois de Luc sont faites de telle sorte que celui qui n'a pas lu René Girard puisse quand même réagir par rapport à ce qu'en dit Luc. Voilà. Alors, par contre, je m'inscris tout de suite en faux par rapport au doute qu'émet Didier en disant Girard parle de choses qui se sont passées dans l'ancien temps, quels exemples il donne. Alors, bon, il ne donne pas beaucoup d'exemples, là je reviendrai sur les ethnographes, les ethnologues, les ethnographes, et par rapport à ce qu'a dit Léo Strauss, sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je reviendrai plus tard. Quels sont les assassinats aujourd'hui? Mais alors, il ne s'agit pas forcément d'assassinats réels, hein, avec un couteau et on tue quelqu'un. Il s'agit de boucs émissaires qui ne sont pas forcément des gens qu'on va tuer, des boucs émissaires qui ne sont pas forcément des personnes physiques, ça peuvent être des personnes morales, des entités. Et je dirais, le grand bouc émissaire aujourd'hui, il s'appelle CO2. Voilà, le bouc émissaire occultateur, grand occultateur des grandes, disons, des grandes forfaitures de notre siècle, qui s'appelle CO2. Voilà, et donc le réchauffement climatique, voilà l'exemple type du bouc émissaire qui fonctionne avec la logique girardienne. Alors cette logique girardienne, est-ce que c'est, comme le dit Luc, et là je reviens sur Luc, une théorie ou un modèle? Je préfère le mot théorie, hein, parce que donc c'est d'équation girardienne, mimétisme pour s'approprier, et puis sacrifice d'un bouc émissaire pour occulter cette appropriation, cette inégalité d'appropriation. Bon, ça, c'est une équation. C'est une équation qui me paraît imparable. Et lorsque Luc dit un petit peu au début, Girard n'a pas été réfuté sur le fond, parce qu'il a été réfuté quand même, enfin, il y a des discussions, tellement qu'il y a un autre Strauss, Claude Lévi-Strauss, c'était pas sur le fond, parce que cette équation, elle est imparable. Reste, par contre, à donner, disons, son poids dans l'organisation sociétale. Est-ce que c'est fondateur? Est-ce que toute organisation sociétale tourne autour de ça? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se passe, mais qui n'est pas forcément central? Donc tout le débat est là. Alors, en tant que... bon, je ne suis pas croyant, je ne suis pas religieux, vous savez, je préfère me dire agnostique que athée, d'ailleurs, disons laïque, comme ça on n'en parle plus. Je suis, bon, par contre, particulièrement adepte, hein,
de l'équation, bon, je suis matérialiste, voilà, de René Girard. Bon, je n'aurai pas le temps de développer, mais pour moi, c'est une équation post-néolithique. Hein. Mais on en a parlera. déjà abordé ce sujet, je pense qu'on n'a pas avoir le temps d'en débattre. On en parle la semaine prochaine. Non, mais on a une émission consacrée à ça. Non, pour moi, c'est fondamental. Girard, c'est imparable après la révolution néolithique. Avant, c'est pas prouvé du tout, et je dirais simplement un mot quand on parle des exemples. Alors, Girard n'est pas ethnologue et encore moins ethnographe. La différence qu'il y a entre un ethnographe et un ethnologue, c'est toujours ce que ne veut pas reconnaître Lévi-Strauss. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un regard objectif. Si, alors évidemment, il prend l'exemple des camps de concentration, qui est un mauvais exemple, parce qu'on ne compare pas des choses qui ne sont pas comparables. Les camps de concentration, c'est une situation contrainte, ce n'est pas le reflet d'une société qui s'auto-organise. Bon. Et puis, deuxième, je dirais, malhonnêteté de choisir cet exemple, c'est que c'est un exemple qu'on ne va pas pouvoir contredire, parce qu'immédiatement, bon, on va nous taxer de loi Fabius Guesson. Bref, passons là-dessus. Alors, ethnographe, ethnologue, oui, ça existe. Bon, et d'ailleurs, Lévi-Strauss ou Mauss fait largement le distinguo en expliquant que c'est deux métiers différents qui peuvent être associés, mais l'ethnographie se contente d'observer et de relater, il s'est passé ça. Alors, par exemple, dans Sacrifice, ben voilà, on a sacrifié, on a tué, bon, l'ethnographe interprète. Bon, donc, c'est possible, contrairement à ce que je dis, voilà. On peut séparer. Chez Girard, il n'y a pas d'explication du monde. Mais bon, il ne peut pas tout faire, pauvre Girard. Il nous explique, disons, le rouage fondateur de l'interaction entre différentes classes sociales dans le monde moderne. Il ne peut pas tout faire. Bon. Quoi d'autre Ah oui, alors, la théorie de Girard est une explication du fait religieux. Peut-être, pour moi, c'est une explication du fait spirituel. Et je dirais même du fait social. Et ce qui m'intéresse... Alors, toutes les interprétations et tous les prolongements de la théorie de Girard sur les religions, l'organisation des religions, bon, c'est très intéressant, mais moi je suis beaucoup plus intéressé par l'application de l'équation de Girard sur l'analyse du fait spirituel et en fait du fait social. Il y a spiritualité dégagée de la notion de croyance ou de religion. Alors, l'imitation est ce qui distingue l'homme des autres espèces. Non, nous dit Luc. Enfin, oui, mais c'est pas un fait le plus important qui distingue l'homme des autres animaux. Là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, ce qui distingue le fait qui distingue vraiment l'homme de l'animal, c'est la capacité adaptative. L'homme et l'animal, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est élevé de cette façon, il a une capacité adaptative éminemment supérieure à celle de toutes les autres espèces. Mais ce qui n'empêche pas, je veux dire, ce qui ne contredit pas, à mon sens, l'équation de... voilà. Alors, l'imitation d'appropriation, alors justement, cette imitation d'appropriation, c'est très typiquement, je ne dirai pas plus, puisque Luc a annoncé un autre débat sur l'anténélutique, le stigmate, je dirais, de la société croissante. Voilà. Il n'est pas du tout prouvé, et il n'est pas du tout prouvé qu'avant la sédentarisation et la collectivisation de la vie humaine, l'imitation d'appropriation ait été le fait fondateur de l'homme, fondamental de l'homme. Voilà. Alors, évidemment, l'occultation, le sacrifice occultant, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, et très très bien analysé par Luc, et pour moi, c'est une preuve imparable de l'intérêt et en fait, de la démonstration mathématique de l'équation girardienne. Voilà. Oui, alors sur le même sujet, enfin, disons sur le même intitulé, dire Girard et l'hominisation, j'ai une approche quelque peu différente de celle de Eberhardt. Je pars également du fameux chapitre 3
du livre de Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors, je tiens à dire tout d'abord que je ne suis pas du tout un contempteur de Girard, à savoir que son équation mimétisme vers le mimétisme appropriation qui débouche sur sacrifice de la victime émissaire et sur l'occultation du conflit afin de le régler par les institutions dominantes, me paraît une équation absolument imparable pour expliquer le comportement, donc des bases spirituelles des sociétés humaines, je dirais, connues. Alors, la question, c'est de savoir si cette théorie de Girard, qu'on pourrait presque dire cette loi de Girard, est une loi qui s'applique à l'homme depuis qu'il existe, ou bien est-ce que c'est une loi qui s'applique comme je le pense encore une fois, je répète que c'est une loi qui me paraît extrêmement exacte et même indiscutable, mais je pense qu'elle ne s'applique qu'aux sociétés humaines post-néolithiques. Et c'est sur cette hypothèse-là... Néolithique ou post-néolithique? Post-néolithique, néolithique et post-néolithique, c'est-à-dire en tout cas pas anténéolithique. Voilà, néolithique et pendant toute la transition néolithique, ça se construit et ça se consolide ensuite entre la fin du néolithique et puis c'est-à-dire disons depuis 10-12 000 ans. Voilà. Alors, donc en cela, tu diverges de René Girard. Donc. Pardon? Donc, alors, est-ce que je diverge de René Girard? La question est, est-ce que René Girard a dit que sa loi s'appliquait à l'anténéolithique? Il fait partir de l'animalité et de l'hominisation. Premier niveau de question. Voilà, c'est pour préciser la question. Premier niveau de question, est-ce que Girard écrit dans ses bouquins que sa loi s'applique à l'homme depuis Lucie, voilà. Et deuxième niveau de question, si il le dit, est-ce que c'est vrai? Voilà. Alors, le premier niveau de question, il est très clairement posé, je dirais, dès la première ligne du chapitre 3 de son livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Alors, j'en profite pour faire quand même 2 remarques sur ce titre qui ne m'a jamais plu. Voilà, parce que le monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Est-ce que Girard parle du monde humain? Est-ce que Girard parle de la Terre? Ou est-ce que Girard parle du cosmos? Et puis la fondation, qu'est-ce que c'est que la fondation? Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce que c'est l'âge glaciaire? Est-ce que c'est l'apparition de la vie sur Terre? Donc c'est pas très clair, enfin bref. Mais disons, pour te dire pourquoi il a pris laissez-moi parler. Cette incertitude, en fait, va planer pendant tous les travaux de Girard, n'est-ce pas? Et elle plane aussi sur cette interrogation que je pose, mais qui ne trouve pas de réponse, que Eberhard a dit lui-même, et je l'en remercie, personne ne peut être sûr de ce qui s'est passé, l'évolution sur des millions d'années. Bon, personne ne peut en être sûr. Donc, pour l'instant, on n'en est que sur des hypothèses. Alors, cette question, elle est posée dès la première ligne du chapitre 3. L'interlocuteur de Girard dit « Nous sommes amenés à nous demander jusqu'où dans le passé, humain ou pré-humain, faut-il faire remonter le mécanisme de la victime émissaire? Est-ce que ce mécanisme fonde tout ce qu'il y a d'humain chez l'homme? S'il faut lui rapporter même les institutions les plus anciennes de l'humanité, comme la chasse et les interdits d'inceste, alors bon, la chasse, oui, c'est l'institution les plus anciennes de l'humanité, les interdits d'inceste, je ne suis pas sûr, et personne ne peut en être sûr, comme le dit d'ailleurs très justement Eberhard. Est-ce que c'est déjà du processus d'hominisation qu'il s'agit? Alors attention, là aussi, qu'est-ce que c'est que le processus d'hominisation? L'interlocuteur nous dit, de Girard, et donc Girard aussi, c'est le passage de l'animal à l'homme. Donc, l'hominisation conçue comme ça, c'est le passage de l'animal à l'homme, parce que on pourrait se poser la question de savoir si l'hominisation, c'est par exemple le passage de Homo erectus à Homo sapiens. Bon, c'est pas pareil que si on dit que l'hominisation, c'est le passage de l'animal à l'homme.
C'est-à-dire que là, on va parler date. Et on parlait date, il faut savoir que Girard se présente, enfin tout au moins est présenté, par exemple dans Wikipédia, comme un philosophe, un historien et un anthropologue. Bon, philosophe, c'est sûr. Historien, bon, il a fait l'école des Chartes, donc on peut supposer qu'il est historien, mais on va voir dans mes développements qu'on a quand même des problèmes de date, de datation avec ce que nous dit Girard. Et anthropologue, bon, il n'est pas anthropologue, il est critique des anthropologues. C'est un peu comme si on disait que les critiques de cinéma, par exemple, qui font l'émission du Masque et la Plume, sont des metteurs en scène. Non. Alors, bon, il y en a qui sont passés, au début des cahiers du cinéma, on avait Truffaut, Godard, Chabrol, qui traînaient dans la boue tel ou tel. Bon, ils étaient critiques du cinéma, mais ils sont passés à la réalisation. Alors que Girard, lui, donc fait de la critique de très très haut niveau, hein, il a une puissance, disons, de raisonnement qui est tout à fait hors du commun. Il fait une critique, il connaît parfaitement les anthropologues, il les a lus, il fait une critique de l'anthropologie, mais il n'a jamais passé 2 ans chez les Bororo de l'Afrique, de l'Amazonie. Voilà. Alors, voilà la question qui est posée. Et Girard répond, c'est vers cette question que nous dirigeons en effet. Voilà. Et pendant tout le chapitre 3, il ne répond pas à la question. Alors, il nous dit, bon, moi aussi je veux citer des extraits de Girard, les chercheurs ne voient absolument pas en quoi consistent les processus culturels, comment ils s'enclenchent sur les processus naturels. Alors on est là dans la fameuse articulation entre le naturel et le culturel. Le naturel, c'est quand l'homme est encore un animal, et il acquiert du culturel lorsqu'il s'hominise. Et Girard amorce là une critique, moi que je dis critique acerbe de l'évolutionnisme. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur Girard darwinien. Je suis un peu sceptique parce qu'il passe, il taille un costume aux évolutionnistes, quelque chose quand même d'assez fort. On va le voir un peu plus loin. Alors, on lui repose une autre question. Quid de la donnée fondamentale, la mimésis d'appropriation? Alors, Girard répond, mais la mimésis d'appropriation, c'est une donnée effectivement fondamentale que les animaux possèdent en commun avec l'homme. Là, bon, c'est une affirmation gratuite. Hein, parce que, oui, non, mais tu peux avaler ton saucisson de travers. C'est une affirmation gratuite parce que Girard, qui n'est pas exempt disons de points faibles, hein, bon, il confond l'appropriation de survie avec l'appropriation de prestige. Bon, et on verra en fait qu'il y a cette confusion est assez fondamentale pour expliquer justement cette affaire de bascule. Voilà. Les animaux ont la mimésis d'appropriation pour la survie, bien entendu. Hein, voilà. Bon, mais c'est une facilité que j'ai trouvé un peu trop utilisée par Girard. Mais vous voyez, l'appropriation, elle existe partout. Regardez les chimpanzés, il y a l'appropriation. Ce sont des appropriations de survie. Ce que l'homme a inventé est la culture. Culture, donc, apparition de la culture. La nature, c'est la mimésis d'appropriation de survie. Et la culture, c'est quand l'homme invente l'appropriation de prestige, qui devient l'appropriation de domination, qui devient l'appropriation, disons, de fabrication de richesse, de discrimination, et donc le capitalisme. Donc, la mimésis d'appropriation, elle est en commun entre les hommes et les animaux, oui, pour ce qui concerne l'appropriation de survie, pas pour l'appropriation de prestige. Alors, Girard continue ensuite dans son style qui est caractéristique et que j'aime bien parce qu'il est extrêmement, disons, orgueilleux et vaniteux. Il dit « Mon hypothèse a ceci de supérieur à la psychanalyse et au marxisme, pas moins que ça, qu'elle élimine toutes les fausses spécificités de l'homme. » Ehrenberg a cité cette phrase. Alors, fausse spécificité de l'homme, c'est-à-dire, à mon avis, celle qu'il a acquise par l'évolution pendant la phase néolithique.
Et Girard continue. Les animaux dominés, alors il donne un exemple, les animaux dominés se laissent mourir de faim plutôt que de disputer leur nourriture aux animaux dominants. Bon, c'est l'appropriation de survie, c'est-à-dire que le lion, bon, le roi des animaux, que personne n'ose attaquer, mange, fait son festin, mange, et puis les autres sont autour et personne ne pense à lui disputer sa nourriture. On va voir plus tard que ça va. Ce que fait le lion quand il finit de manger, est-ce qu'il s'en va et laisse les reliefs, ou est-ce qu'il reste sur place, qui met un guichet et qui fait payer pour bouffer le reste? Voilà. D'où le lion anténéolithique et post-néolithique, ou l'homme qui prend la place du lion. Alors, Girard continue. Si nous réussissons à penser l'hominisation à partir de la mimésis d'appropriation et des conflits qu'elle engendre, nous échappons à l'objection du cercle vicieux dans la détermination de l'origine, hein, ce que fait Lévi-Strauss dans Tout un thème et tabou. Alors, bon, ce qui serait très intéressant, c'est, on n'a bien sûr pas le temps ici, mais je pense qu'il faudrait le faire, c'est analyser en détail la controverse entre Lévi-Strauss et Girard sur ce point, parce que ça donne l'éclairage sur la question justement qu'on se pose. Et Girard conclut, de ce fait, nous transcenderions du même coup le conte de fées évolutionniste vers une problématique beaucoup plus concrète. Alors oui, les évolutionnistes, pour Girard, sont des gens qui écrivent des fables. C'est un conte de fées, c'est le conte de fées évolutionniste. Il n'y a pas d'évolution, dit Girard, pas d'évolution, parce que dès le départ, hein, il y a ce mimétisme d'appropriation qui va générer ensuite l'hominisation lorsque cette mimétisme d'appropriation deviendra trop important et qu'il faudra le processus victimaire pour le générer. Alors, effectivement, lorsque cette rivalité mimétique, alors que j'appelle universelle, c'est-à-dire qu'on retrouve chez l'homme et l'animal, passe à une mimétisme d'appropriation au prestige, la société animale n'est plus possible. Et c'est l'apparition du mécanisme victimaire, et c'est ce qu'il appelle le seuil de l'hominisation. Alors là, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ça passe quand ça? C'est à quelle date? Oui, bien entendu, à partir du moment où on a un mimétisme qui devient plus fort que le mimétisme animal, donc le mimétisme naturel, ça devient un mimétisme d'appropriation culturelle, donc un mimétisme grosso modo capitaliste, pré-capitaliste. La société animale n'est plus possible. Bon, voilà. Et moi, je mets cette date à, disons, la période de environ 3000 ans, hein, c'est étalé sur 3000 ans, de l'évolution, de la révolution néolithique, on dit ça comme on veut. C'est donc la période, ce seuil, c'est la période néolithique. Alors, Girard dit, il répond toujours pas à la question, hein, on me reprochera d'excéder les limites du possible quand je situe le mécanisme de la victime émissaire à l'origine de l'hominisation. Donc, il sait très bien qu'on lui reproche cela. Mais là où je dirais, il n'est pas assez précis, c'est qu'on ne peut lui reprocher ça que s'il met une date dessus. S'il ne met pas de date, si on ne sait pas de quand il s'agit, s'il s'agit du passage de l'animal à Lucie, bon, et ça, alors là, personne ne sait trop exactement comment ça s'est fait, ou bien est-ce qu'il s'agit du passage du pré-néolithique au néolithique, sachant qu'on est déjà dans de l'homo sapiens. Alors ça veut dire que l'homo sapiens, il a 200 000, voire 300 000 ans, et ça veut dire que pendant 200-300 000 ans, il n'y a pas eu de mécanisme victimaire. Grande question. Alors, on va nous dire l'anthropologie, elle rend compte de tout ça, etc. Alors, bon, je mets un bémol quand même assez important là-dessus, c'est que l'anthropologie ne rend compte. L'anthropologie, elle part de l'ethnographie. L'ethnographie, c'est la compilation par des êtres humains, par des chercheurs, de ce qui se passe dans des peuplades qu'on appelle primitives.
et qui, à notre époque actuelle, où il y a au siècle dernier, vivaient de façon extrêmement arriérée par rapport au mode de vie des pays développés. Alors, est-ce que ces peuplades, bon, primitives, hein, la pensée primitive, etc. Bon, est-ce que c'est des peuplades paléolithiques ou néolithiques? Qui va répondre à cette question? Personne ne répond à cette question. Enfin, personne, cette question n'est pas posée, parce qu'elle me paraît évidente. Ce sont des peuplades néolithiques et post-néolithiques. Ce ne sont pas des peuplades paléolithiques. Voilà. Pourquoi? Alors, on va me demander, tu affirmes quelque chose, il faut le prouver. Bon, à défaut de prouver, je vais donner des arguments. Ce sont des peuplades qui sont sédentarisées et qui, alors, effectivement, certaines ne pratiquent pas d'agriculture, très peu quand même. La plupart pratiquent un petit peu d'agriculture, un petit peu d'élevage, et elles ont, dans les peuplades hein, qu'a étudié Mauss, Lévi-Strauss et compagnie, bien, on a très peu de chasseurs-cueilleurs purs. Beaucoup sont en transition mais ils sont tous sédentarisés avec un village, une vie collective. Très peu sont nomades. Donc, il y a un faisceau d'arguments, à défaut de preuves absolues, que ces peuplades primitives, qui sont en fait l'unique terrain d'observation ethnographique de la science actuelle, la science anthropologique, et sont des gens qui vivent de façon néolithique et post-néolithique. Donc, voilà l'ensemble de mes arguments. Je reviens sur ce qui me paraît très important, c'est ces fameux deux types d'appropriation qui sont un peu mélangés hein, chez Girard et qui lui permettent de dire, mais vous voyez, il y a toujours eu l'appropriation, voilà, c'est l'appropriation de survie, et puis l'appropriation de prestige, l'accumulation de prestige et le stockage. Et cette apparition du stockage est très importante, et j'ai découvert récemment un monsieur qui s'appelle Brian Hayden, H-A-Y-D-E-N, notamment le bouquin L'homme et l'inégalité, l'invention de la hiérarchie dans la préhistoire. Dans la préhistoire, c'est-à-dire là, en fait, c'est donc le paléolithique. La fin du paléolithique, dont le début du néolithique, qui travaille sur la question du développement des inégalités au sein des sociétés préhistoriques. Avant lesquelles il n'existait aucune accumulation de richesses et aucune hiérarchie. Et la différence avec les sociétés complexes qui, ayant la capacité de tirer un surplus de leur environnement, font ce choix et commencent à créer des stocks alimentaires. Alors, ça, c'est c'est un ensemble de thèses qui est développé par de nombreux anthropologues. Hein. Je vais citer Alain Testard, Michel Dietler, Ingrid Herbich, Lisbeth Calvet, Kim Tremen, Antonio Gilman, Marie Douglas, Jeanne Arnold. Voilà. Bon, l'idée générale, c'est que les humains, ils n'ont pas beaucoup divergé du reste du monde animal dans leur comportement alimentaire durant les 2 premiers millions d'années. On est au centre du débat. Et ils ont développé à la fin du paléolithique, c'est-à-dire au début du néolithique, la capacité, et c'est ça. Alors là, il y a une charnière un petit peu différente de la mimésis d'appropriation et donc de l'apparition du processus victimaire, mais ça peut très bien, et je pense que c'est parallèle, hein, que ça se fait en même temps. On développe la capacité à transformer les surplus de nourriture en source de division politique. Ça veut dire que le lion qui mangeait sa proie avec tous les autres animaux secondaires autour qui attendaient qu'il ait terminé, bon, eh ben, il s'est mis à dire, attendez, maintenant c'est fini, c'est néolithique, on attaque le capitalisme, je reste à côté de ce qui et puis, ou même, je vais tuer, je n'ai plus faim, donc c'est pas la peine, je vais aller tuer quelques zébus supplémentaires, je vais les mettre devant moi, je vais installer un guichet, hein, et je vais faire payer. Voilà. Christian, excuse-moi, mais il va falloir que je y aille.
Je vais juste faire une petite intervention. Oui. Les charmants anthropologues que tu as, ils ont peut-être raison, mais leur problème, c'est que eux aussi, c'est que de la théorie parce qu'ils n'y étaient pas. Hein. Voilà. Alors donc, et aussi, deuxième chose, il ne suffit pas de dire ce genre de choses. Après, il faut trouver un mécanisme qui puisse trouver une solution dans quelque chose qui est ancré en toi, Oui. que tu veux peut-être nier aussi, toi, comme quoi toi, tu n'es pas violent, toi, tu es un homme parfait, etc. Parce que c'est ça la tendance, surtout chez les judéo-chrétiens, que tu t'ignores aussi, mais tu l'es quand même, malgré tout, comme disait Onfray. Et donc, quelle est la mécanique que quand tu observes autour de toi, d'accord, est-ce que le phénomène, en dehors de tous les problèmes capitalistiques, etc., hein, parce que ce que disait d'ailleurs Girard à un moment donné, eh bien, en dehors de tout ça, qu'est-ce qui est comme mécanisme qui, par rapport à notre histoire même animale ou à l'âge de la pierre, puis néolithique, pourrait faire qu'on trouve une solution pour réduire moins cette violence. Donc après, il faut pouvoir proposer quelque chose à la place, qui est une certaine armature, une certaine logique collective, et donc une théorie globale qui soit peut-être seulement à 90% vrai. Et ensuite, après, on peut discuter. Parce que sinon, comment on fait là pour résoudre là, avant que la barbarie arrive? Pas avant, mais même après la barbarie, comment reconstruire un monde moins barbare? Non, non, c'est très intéressant parce que justement, tu as introduit, donc tu poses exactement la question qu'il faut. Après que j'ai dit ça, bon, est-ce qu'il y a une loi derrière et comment on peut faire pour régler, pas pour régler, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ben oui. Mais c'est dans notre chair, hein. C'est pas juste un truc capitalistique en plus, hein. Parce que je vois, toi, avant le capitalisme, on était des petits anges. Hein. C'était le paradis sur Terre. Hop, oui. Après, il y a le chute d'Adam parce que d'un seul coup, il est devenu capitaliste ou il est devenu le lion avec son guichet, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, non. Sinon, tu te dis, oh, une fois qu'on sera plus capitaliste, oh là là, ça sera la paix. Bisounours. Oui. Je t'aime, hein. Et donc, à bientôt. Oui, moi aussi, je t'aime parce que tu. Mais voilà. Tu es l'interlocuteur idéal, Eberhard. Merci. Allez, à bientôt. À vendredi prochain. Non, mais c'est exactement ça. Merci. Au revoir, voilà. Donc, je vais essayer de me greffer sur la trajectoire proposée par Eberhard pour poursuivre mon propos, si je ne suis pas trop long. Enfin, bon, non, voilà. Bah vas-y, continue. Et donc, Hayden, lui, il invente la thèse du triple A. Qui alors, ça? En fait, le triple A. Non, mais qui? Brian Hayden. Avide, agressif et accumulateur. Donc, on voit que cette mimésis d'appropriation, en fait, c'est une mimésis d'accumulation. S'approprier pour accumuler. Parce que la différence, justement, le problème de la polysémie d'appropriation, c'est appropriation de survie ou appropriation de prestige. Bon. Et quand on apporte le mot accumulation, appropriation d'accumulation, là, on bascule effectivement dans le post-néolithique et avec la loi de Girard qui s'applique de façon incontournable. Alors, Hayden parle même de personnalité pathologique hein, qui existe dans toutes les sociétés modernes, avec 90% des problèmes viennent de ces 10% d'humains qui suivent leur propre intérêt au détriment de la communauté. Voilà, alors il dit aussi que les stocks auraient pu continuer à être gérés collectivement, et bon, ils auraient pu être gérés collectivement, mais la naissance des sociétés inégalitaires est un choix d'une minorité qui a pris le pouvoir hein, et qui a refusé. Voilà. Alors, je voudrais répondre à, disons, à caricature, donc peut-être pas, ce que dit Eberhard. Avant le néolithique, l'homme était... Bon, c'est le mythe de l'âge d'or. Alors, ce mythe de l'âge d'or, il existe. Il est caricaturé, décrié, il est méprisé par un certain nombre de penseurs. Mais on ne peut pas empêcher personne, et moi en premier, d'y croire. Bon, certains croient. Alors... Bon, certains croient en Adam. Bon, enfin, déjà, de nous expliquer pourquoi Adam, il est né en moins 5000 et que l'homme existe depuis 3 millions d'années. Bon, alors, là, la Genèse, il y a un problème. Il y a un problème avec la Genèse. Alors, il
il paraît que l'Église dit que Adam, c'est une allégorie. Bon, c'est une allégorie, mais bon, là aussi, j'ai un problème de date. Adam, c'est quoi? C'est le premier homme? C'est quoi? Ou c'est le premier néolithique? Bref. Donc, tout ça, c'est une question de croyance. Bon. Et donc, la croyance en l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge d'or, bon, c'est vrai que le terme prête à la dérision, mais en une période stable, en tout cas, elle était stable, les 2 à 300 millions d'années, 300 000 ans, pardon, qui ont précédé l'émergence, le bouillonnement néolithique, c'est extrêmement stable, voilà, et rien n'indique que les hommes vivaient de conflits permanents, rien n'indique non plus le contraire. Enfin, tous les indices qu'on a vont plutôt dans le sens d'une période de stabilité, d'une période de paix. Voilà. Ouais. Donc, ça peut être un credo, ça peut être une nouvelle spiritualité. Ça peut être, pourquoi pas, la religion catholique est bien basée sur le paradis, le paradis terrestre, l'Éden, enfin tout ce que vous voulez. Bon, on peut très bien imaginer qu'il y a une perversion pour des raisons X, Y, Z. Alors là, c'est une autre émission, toute une autre série d'émissions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ou 4 000 ans, pendant lesquels, objectivement, le mode de vie de l'Homo sapiens, on est toujours sur de l'Homo sapiens, hein, entre moins 300 000 ans et aujourd'hui, on est toujours sur de l'Homo sapiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Alors, et le facteur décisif n'a pas été la production de nourriture, la sédentarisation, l'élevage, l'agriculture, hein, mais selon cette théorie de tous ces chercheurs, c'est l'appropriation des stocks par une minorité. Donc, ça veut dire que le capitalisme en tant que vraiment concept de mode de faire valoir économique, parce que les débuts du néolithique, c'est aussi les débuts de l'économie. Avant, il n'y avait pas d'économie. Et tu sais, Luc, que j'ai en tête une histoire de l'économie politique, et l'économie politique, elle démarre avec le néolithique. Avant, il n'y a pas d'économie politique parce qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, on est dans une loi naturelle, et le culturel arrive avec tout cela. Et il arrive avec quoi? Alors, on a dit, c'est un changement climatique, c'est ceci, c'est cela, c'est la sédentarisation, c'est l'invention de l'élevage, c'est l'invention de l'agriculture. Eh bien, c'est aussi et surtout, alors d'un point de vue cette fois de mire économique, d'analyse économique, c'est l'appropriation des stocks par une minorité. C'est avant d'ailleurs, c'est la constitution des stocks. Et alors, il y a déjà eu dans le paléolithique, ça on le sait, les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs commençaient déjà, enfin, il y avait déjà des constitutions de stocks. Mais oui, mais là aussi on est dans la survie ou dans le prestige. Les stocks, hein, on stockait des aliments ou des poissons, ils avaient déjà des techniques de pierres froides, etc. Bon, mais c'était pour que le groupe puisse continuer à bouffer quand les saisons moins clémentes arriveraient. Ce qui change à partir du moment où, d'abord c'est une minorité, c'est plus géré collectivement, c'est une minorité qui se met à constituer des stocks sans aucune raison. Sans aucune raison, je dirais, biologique, sans aucune raison alimentaire, ce sont des raisons au départ de prestige, parce que moi j'ai un stock, et donc les chefferies ont commencé, les premiers chèques sont ceux qui ont eu des stocks. Voilà. Et après, ils se sont dit, ça ne nous suffit pas d'avoir du prestige, il faut qu'on fasse du pognon. Voilà. Bon, et de fil en aiguille, bon, il a fallu un certain nombre de centaines d'années pour y arriver. Hein. Voilà. Voilà. Et je cite encore Brian Hayden, je considère l'émergence des sociétés transégalitaires, en général, les sociétés complexes de chasseurs-pêcheurs en particulier, comme la mutation la plus importante entre la première apparition de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs humains, il y a 2 millions d'années, et l'avènement de la technologie industrielle et nucléaire. Bon, voilà, c'est une autre analyse spectrale du changement néolithique. Voilà.
Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Alors, si, simplement, alors, je me suis posé la question de savoir si c'était volontaire ou pas, chez Girard, de ne pas faire ce distinguo entre l'appropriation de survie et l'appropriation avec un but. Un but, on a vu qu'il était à tiroir. Hein. Bon, au départ, c'est du prestige. Et voilà. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Si c'est volontaire, ça veut dire qu'il sait qu'il y a quand même un point de fragilité dans son équation pour qu'elle soit universelle, parce que moi, son équation, je la valide à partir de néolithique, mais comme il essaye de dire qu'elle est valable depuis la fondation du monde, sans qu'il précise exactement quel est le début de la fondation du monde, je suppose, les gens, je soupçonne un petit peu d'hypocrisie de mauvaise foi de ce point de vue-là. Voilà. On est passé d'une appropriation de survie, qui a toujours lieu effectivement, à une appropriation de prestige, avec la grande notion qui apparaît et qui est, à mon sens, le début de la notion de croissance, le stockage. C'est-à-dire que ce stockage qui existait un petit peu pendant la période d'appropriation de survie, parce que on n'était pas sûr d'avoir tout le temps assez de viande ou tout le temps assez de légumes ou de graines, et on avait des techniques effectivement de stockage, mais qui visaient à pouvoir puiser dedans quand on n'en avait plus et qui étaient gérées surtout de façon collective et de façon égalitaire. Voilà. Et on est passé à une accumulation de stockage où il y a des personnes élitaires, où il y a une minorité dominante qui s'approprie, qui accumule, qui stocke et qui vend à ceux qui n'ont pas. Voilà. Donc, la rupture, elle est là. Alors, rupture ou pas rupture, ça a toujours existé ou pas existé. Bon, là, on va pouvoir ni prouver dans un sens, ni prouver dans l'autre sens, mais je suis plutôt séduit par l'analyse qui donne à la période de 3 millénaires néolithiques une rupture, une bascule, effectivement, avec cette apparition, cette notion de stockage. On a une rupture quand même, et qui est qui met fin à 300 000 ans de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs. Donc, c'est pas rien. Voilà. Et moi, j'ai aucun problème à croire au fait qu'il y a une rupture, plutôt qu'à croire que cette évolution, tout d'un coup, c'est passé parce que c'était déjà en germe pendant 300 000 ans. Voilà. Bon. Alors, la violence. Bon, là, on ne parle plus d'appropriation, on parle de violence. Mais bien sûr qu'elle a toujours existé, la violence. Mais c'est comme pour l'appropriation. C'est une violence de survie. Et il faut faire la différence entre la violence de survie, la violence dans la nature, la loi de la nature, bien évidemment, et puis la violence qui devient un business, c'est-à-dire la violence gratuite, la violence qui devient rentable. Voilà, c'est là. Alors, Luc, tu nous dis, il y a du prestige chez les animaux. Bon, mais là, c'est pareil. On a vu les singes ou ceci, bon. C'est des prestiges qui procèdent de la cohésion du groupe. On a besoin d'un chef, voilà. Mais ce n'est pas un prestige qui va permettre de faire du commerce et d'accumuler des profits et de stocker, disons, des énergies fossiles ou des choses qu'on a extraites de l'écorce terrestre. On a parlé ensuite de cette fameuse rupture et j'ai entendu que ça s'est passé en 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Effectivement, lorsque, Luc, tu nous dis on a trouvé les Ojibwés qui sont encore chasseurs, pêcheurs, cueilleurs tout en étant agriculteurs, tous les anthropologues sont d'accord sur le fait que il n'y a pas une rupture, une bascule un jour J, entre le moment où les peuples ont été chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et ils sont devenus agriculteurs. Il y a eu ça a été progressif, et ça s'est déroulé sur 3 000 ans, peut-être sur plus d'ailleurs, voire bien plus que ça. Bien plus, et bien plus, avec 50 000 ans. Avec une disparité également
dans la durée, mais une disparité selon des régions. Hein, puisque tu nous as parlé des aborigènes qui étaient déjà agriculteurs. Alors, bon, c'est pas il y a 50 000 ans, c'est il y a 15 000 ans. Hein. Bon, alors on va confondre nos sources. Et puis la pisciculture, c'était il y a 6 000 ans. Bon, donc c'était post-néolithique. Mais effectivement, alors on peut dire que les aborigènes, ils ont commencé à faire de l'agriculture il y a 15 000 ans, et on place néolithique 10 000 ans avant Jésus-Christ, ça fait 12 000 si on ajoute Jésus-Christ, et bon, voilà, on est tout à fait dans l'éventail de la durée et des délocalisations de cette... alors, non pas, alors finalement, on va enlever le mot rupture, c'est une évolution, d'accord? C'est une évolution. On a une évolution d'un stade chasseur-pêcheur-cueilleur unique à petit, il y a une sédentarisation, une invention de l'agriculture, une invention de l'élevage. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui chez les peuples qui sont observés, qu'on a constaté depuis un siècle ou deux, que les anthropologues ont commencé à s'installer dans des tribus. Hein. Bon, bah, ce sont des tribus post-néolithiques, bien entendu. Ce sont des gens qui sont, voilà, qui ont encore eu. Alors, certains ont conservé une majorité de chasse, de cueillette, mais ils font un peu d'agriculture. Bon, tout ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord que je suis d'ailleurs. Ça ne me dérange pas de changer le mot rupture par le mot évolution. On a eu une évolution, voilà, avec une violence qui existait, d'accord, avec une appropriation qui existait, d'accord, mais cette violence, cette appropriation a pris un autre sens qu'un sens pour la violence, cohésion du groupe, prestige, hein, prestige du mal dominant. Ça a évolué vers un business de l'appropriation et un business de la violence. Et bon, tu as rappelé les ateliers du Grand Pressigny que je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois. Bon, c'est du post-néolithique de Pressigny, c'est pas il y a 50 000 ans qu'il y avait un atelier de taillage de pierre. Alors, voilà. Maintenant, la question posée par Didier, elle est fondamentale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de passage de l'animal à l'homme? Quand est-ce qu'il y a eu passage? Alors là, c'est l'hominisation dont parle Girard. Et alors, bon, je suis d'accord avec Luc lorsqu'il dit qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. Non, il n'y a pas de différence génétique. Hein, l'homme est un animal. L'homme a développé, voilà, a développé de la violence, de l'appropriation, et à fabriquer une civilisation basée là-dessus. Alors, la grande question, c'est, est-ce que ça, c'est dans les gènes de l'homme? Et c'est là que nous divergeons. Eh bien, moi, j'aime à penser, j'aime bien quand Eberhard, je dis ça en toute amitié, hein, lorsqu'il dit, je ne peux pas croire à une rupture, à une évolution, je pense que c'est tout. Mais moi, j'aime bien croire l'homme. Ouais, j'aime bien croire que, parce que ça veut dire que y a pas d'issue. Si. La violence et que l'homme est indécrottable. Hein, si. Voilà. Eh bien, alors laisse-moi terminer. Et donc, moi, j'aime à penser que il faut que j'y aille. Il y a eu pendant 200 ou 300 000 ans, hein, un homme, alors, Homo sapiens avant, c'était autre chose, un Homo sapiens, un peu comme les autres animaux, qui vivaient un petit peu différemment, mais grosso modo, c'était comme les autres animaux, qui ne connaissaient pas la violence d'appropriation et la violence de prestige et l'appropriation de business, et que ça, il y a eu une évolution qui a duré effectivement plusieurs milliers d'années, avec des disparités régionales, mais qui peut quand même être cadrée sur une courbe de l'évolution humaine, parce qu'on a quand même 300 000 ans où ça ne bouge pas, puis quand même 10 000 ans pendant lesquels ça se met à bouger. Voilà. Et donc, moi, j'aime à penser que, et je dirais que je suis prêt à fonder même une spiritualité là-dessus, sur le fait qu'il y a dans la nature humaine quelque chose de bon, quelque chose qui n'utilise la violence que pour des besoins de survie, et il s'est passé un certain nombre de choses, disons, liées sans doute à des minorités dominantes, hein, qui ont installé une perversion qui aujourd'hui... Tu fais mon marxiste à nouveau.
au truc qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on a tendance à faire un quiproquo, voire à tourner en rond. Bien entendu qu'aujourd'hui, il y a de la violence. Bien entendu que c'est une violence de crise. Quand il y a une crise, il y a de la violence. Bon, et ça, c'est la constatation d'aujourd'hui. Hein, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est automatique? Est-ce que la violence on dit la violence est en nous? Oui, est en nous actuellement, oui. Mais est-ce que la violence fait partie de la nature de l'homo sapiens? Voilà, c'est ça la vraie question. Bon. Et donc, de dire que pendant 200 000 ans, par exemple, il n'y a eu qu'une violence de survie, et pas ce que j'appelle la violence de profit, la violence rentable, et que c'est la civilisation qui a amené justement cette forme, cette détérioration de la violence, qui est une violence saine, en quelque sorte, qui a amené une violence commerciale, une violence profit, une violence rentable. Voilà la question. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, on va donner 36 000 exemples. On peut en parler pendant des heures. Aujourd'hui, il y a de la violence, il y a une crise, on n'y répond pas à la violence. Et la religion, ce que nous dit Eberhard, le boulot de Jésus, c'est un boulot qui rend service à la civilisation, qui permet à la civilisation croissanciste d'accumulation, qui lui permet de continuer à exister parce que voilà, les dominants utilisent aussi la spiritualité comme, disons, thérapie ou comme anesthésiant des masses. Bon. Voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas être persuadé que dans la nature profonde de l'Homo sapiens, il y a cette violence de profit, cette violence rentable, et qu'il y a simplement une violence qui permet la survie. Voilà. Là, il me semble que le débat, il est là, parce qu'évidemment, on va être d'accord, je ne sais pas qu'on va dire, il y a eu de la violence à tel moment, à telle époque, etc., etc., et puis la religion était là pour arranger la sauce. Ouais. On tourne en rond si on fait ça, à mon avis.